brièvement pour peut-être pour les personnes, si jamais il y a des personnes parmi vous c'est nouveau de votre participation là, à nos webinaires. Donc, on est une équipe de recherche en partenariat, c'est-à-dire qu'on est à la fois composé de chercheuses et chercheurs dans plusieurs universités au Québec, mais aussi avec des co-chercheurs et co-chercheuses des milieux de pratique et des partenaires, donc autant institutionnels, associatifs, communautaires. Et donc, on se réunit tout ce beau monde autour d'intérêts communs sur la question du placement et de l'adoption en protection de la jeunesse au Québec. Donc, on vise évidemment, comme on est une équipe de recherche, à produire de la connaissance, mais aussi à pouvoir diffuser, mobiliser ces connaissances pour à pouvoir améliorer donc les pratiques, les politiques publiques en lien avec le bien-être des enfants qui sont placés et adoptés au Québec. Donc, nous avons ce matin, c'est ça, l'honneur de recevoir Patricia Rinquette. Je vais vous la présenter un peu plus dans un petit instant. Voilà. Donc, qui est candidate au doctorat, qui est aussi travailleuse sociale et qui est professeure en travail social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Euh, qui a travaillé donc depuis plusieurs années aussi là, au sein des services en protection de la jeunesse et qui va nous entretenir aujourd'hui sur le sujet de sa thèse de doctorat qui touche plus spécifiquement donc les placements en famille d'accueil de proximité. Et je te laisse donc la parole, Patricia. Merci beaucoup d'être avec nous. Puis je réapparais tout à l'heure pour la période des questions. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En fait, ça me fait plaisir de vous présenter ma recherche doctorale qui porte sur les expériences de reconnaissance des familles d'accueil de proximité. Donc, l'objectif là, de la présentation, c'est de vous expliquer la problématique, l'état des connaissances sur les familles d'accueil de proximité, ma question de recherche, les objectifs, le cadre théorique aussi qui est lié à la reconnaissance, puis la méthodologie, le portrait des participantes, les principaux résultats, en fait, quelques résultats, puis on va faire une petite discussion et la conclusion. Ce qu'il faut commencer à mettre la table, en fait, c'est de se dire que le placement auprès des proches apparentés, c'est une pratique qui est en croissance dans plusieurs pays, dans plusieurs systèmes de protection de la jeunesse. Quand je parle de système de protection de la jeunesse, c'est là que j'amène l'idée que c'est un placement qui est formel parce que le système de protection de la jeunesse est impliqué dans ce type de placement. Donc, ça correspond au fait que c'est un enfant qui est placé chez un membre de la famille ou chez un proche qui est encadré par les systèmes de la protection de la jeunesse. Ça vient avec une reconnaissance officielle. Parfois, il va y avoir des procédures d'évaluation des milieux d'accueil. Il va y avoir des services qui vont être rendus. Il va y avoir un suivi du soutien de l'encadrement. Donc, c'est ce type de placement-là qu'on s'intéresse aujourd'hui. Et il existe sinon des placements informels. Et là, c'est des arrangements privés qui se font au sein des familles ou des arrangements communautaires. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de supervision qui est offerte par les services de la protection de la jeunesse. Fait qu'ici, au Québec, nous sommes vraiment avec des placements formels quand on pense aux familles d'accueil de proximité. Je vous disais que c'est une pratique qui est en croissance. On voit que c'est en croissance partout, dont entre autres en Australie, Nouvelle-Zélande. On voit aussi en Espagne que d'ailleurs, les placements auprès des proches sont plus importants que les placements, par exemple, au niveau des familles d'accueil régulières. En Écosse, on a plus d'un enfant sur 3 qui va vivre aussi en dehors du domicile familial qui va être placé chez un proche. En Finlande, on parle de 51% des enfants qui le sont. Et au Québec, on n'est pas nécessairement dans une majorité de placements auprès des proches, mais quand même, il y a eu une hausse importante dans les dernières années. L'ampleur de la hausse du recours, si on regarde depuis 2003, elle est de 120% selon le dernier rapport de l'étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec. En 2020, il y avait 37% des jeunes qui étaient placés dans des familles d'accueil de proximité au Québec. Si on fait le calcul avec le nombre de jeunes qui sont placés par année, on peut faire une estimation prudente de dire que ça représente à peu près
2360 jeunes. Pourquoi on recourt au placement auprès des proches et auprès des familles? En fait, il y a plusieurs raisons qui vont s'expliquer, entre autres, par la pénurie des familles d'accueil, qui va s'expliquer par le fait qu'il y a une demande croissante de placement. Il y a certains avantages aussi, disons, économiques, mais il y a aussi la conviction que le cadre familial, c'est le meilleur cadre pour prendre soin des enfants et qu'il y a des avantages pour les enfants, dont le fait de maintenir les liens, d'avoir une continuité affective. Et les recherches ont montré qu'il y avait moins de problèmes de comportement pour les jeunes, moins de problèmes au niveau de la santé mentale, moins de risques aussi d'être séparés de leurs frères et de leurs sœurs, de meilleurs résultats scolaires, la possibilité de réintégration plus grande auprès de leurs parents et évidemment aussi la stabilité des placements. Par contre, ici, au niveau de la stabilité des placements, il faut faire attention, les recherches ne la mesurent pas de la même façon toujours. Pour certaines recherches, on va regarder la durée des placements. Pour d'autres, on va regarder s'il y a des déplacements qui se font. Il demeure quand même que selon les études, souvent, le placement auprès des proches et des membres de la famille vont être des placements qui vont être plus longs et qui vont avoir une certaine forme de sécurité avec, de ces placements-là. Malgré tous ces avantages-là, on va voir pourquoi quand même il y a des obstacles, il y a des défis. Entre autres, une chercheure qui s'appelle Kirali de l'Irlande va nommer que c'est la Cendrillon du système de placement. Donc, il y a certains enjeux. Parce que, entre autres, on a calqué la façon de considérer les placements formels auprès des proches en se fiant beaucoup au système de placement familial traditionnel là, qui existe, là, dont les familles d'accueil régulières. Mais la réalité de ces parents d'accueil-là de proximité, elle est bien différente des familles d'accueil régulières. Donc, on va retrouver plus souvent des grands-parents, hein, au niveau des proches qui vont accueillir les enfants. Ensuite, ça va être suivi des tantes, des oncles et des autres membres de la famille ou de proches. Plus de la moitié des femmes vont être âgées, par exemple, de plus de 50 ans dans la recherche de Kirali. Ce sont souvent des gens, des parents d'accueil qui vont être plus âgés. Parmi eux, il y a aussi davantage de familles monoparentales comparativement aux familles d'accueil régulières. Ils ont plus souvent de faibles revenus, plus de problèmes de santé, plus de problèmes financiers et ils s'occupent souvent de d'autres personnes de la famille en même temps que l'enfant placé. Par exemple, un conjoint, un membre de la famille qui vit des difficultés. Entre autres, Kirali va nommer qu'il y a entre 32 et 59 des parents d'accueil de proximité là, qui s'occupent de proches qui vont s'occuper d'une autre personne. Et une recherche aussi en Angleterre de Hall et al. Rapporte qu'il y a 38 aussi. Donc, on voit que le pourcentage est quand même important. Qu'est-ce qu'ils vivent? Donc, ils vont vivre souvent l'accueil de l'enfant en urgence. Des recherches canadiennes et québécoises, d'ailleurs, nous disent que c'est plus de la majorité des placements qui vont se faire en urgence, ce qui fait en sorte qu'ils vont manquer de préparation. Il y a beaucoup d'avantages, là, comme je le nommais tantôt, mais il y a aussi beaucoup de défis et d'obstacles. On va voir, entre autres, qu'ils doivent apporter des changements à leur vie professionnelle. Selon l'étude de Hall que je vous parlais, là, qui a été faite en Angleterre, il y a quand même 47 des parents, des proches là, qui accueillent un enfant qui ont cessé de travailler. Il y en a 17 qui ont réduit leur temps de travail, 11 qui ont modifié leur horaire. Et ce sont souvent des femmes. Puis peut-être regarder aussi, dans le fond, de nommer que ce type de placement-là va faire en sorte que le stress va augmenter pour les parents d'accueil, que leur santé va se dégrader. Et pour une majorité des parents d'accueil qui vont accueillir l'enfant. Ils vont vivre aussi un manque d'informations exactes sur leur rôle et aussi sur les besoins de l'enfant.
ça peut sembler drôle de voir là, qu'il manque d'informations sur les besoins de l'enfant, mais souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont apprendre et ils vont découvrir certains comportements chez l'enfant, apprendre certaines problèmes vécus, même s'ils font partie de la famille. Il y a aussi plusieurs insatisfactions sur les procédures judiciaires, que ce soit en termes de délais qui sont vécus au sein du système judiciaire, que ce soit aussi au niveau des coûts que ça leur demande. Et il va y avoir aussi dans ce type de placement-là des litiges avec les parents au sujet des petits-enfants. Les relations vont être plus conflictuelles. La recherche montre que c'est plus difficile dans les placements avec les proches et les parents. Donc, il y a aussi une réalité d'inégalité de traitement de la part des services de la protection de la jeunesse par rapport aux familles d'accueil régulières. Quand je parle d'inégalité de traitement, c'est de dire, par exemple, qu'il va y avoir moins de suivi formel, il va y avoir moins de soutien, il va y avoir aussi des difficultés d'accéder, dans le fond, au système juridique ou au système judiciaire. Susceptible aussi de faire face à l'idée d'une transmission intergénérationnelle des difficultés, ce qui va peut-être influencer à ce moment-là la façon dont ils vont être évalués dans le système de la protection et qui peut aussi affecter la collaboration avec les intervenants. Certaines études soulèvent non seulement ils ont moins de services de soutien, mais qui vont aussi avoir tendance à moins les utiliser que les familles d'accueil régulières. Ils vont vivre plusieurs craintes et plusieurs réticences de l'aide. Ça ne s'explique pas parce qu'ils ont un manque de besoins de soutien. Au contraire, plusieurs études montrent qu'ils ont des besoins, mais montrent aussi des résistances, des réticences à demander de l'aide. Donc, la peur d'être considéré incapable, la peur d'offenser les intervenants et aussi la peur que leur enfant qui est accueilli soit enlevé, qu'il soit retiré de leur cadre. Et ces peurs-là peuvent venir affecter leur capacité à demander de l'aide, mais aussi remettre en question leur rôle auprès de l'enfant. Donc, la crainte qui les anime le plus, c'est le fait que l'enfant leur soit enlevé. Et quand on regarde toutes ces craintes-là de demander de l'aide, on voit aussi un paradoxe important. Donc, ce sont souvent des familles qui vont avoir besoin de soutien. Pour différentes raisons, elles en ont peu de la part des services de la protection de la jeunesse parfois. Et de l'autre côté, elles hésitent aussi à demander de l'aide. Donc, il y a de grands besoins là, au sein des placements auprès des proches et des familles. Ce qui nous amène aussi à parler des pratiques d'accréditation et d'évaluation. Considérant que le placement auprès des proches est différent, comme on l'a vu, du placement au niveau des familles d'accueil régulières, une des questions de la littérature est de savoir si pour respecter justement ces spécificités-là, est-ce que les procédures d'accréditation et d'évaluation devraient être différentes ou être identiques avec une certaine flexibilité? Les pays ont fait des choix différents. Il y a des auteurs qui se sont intéressés au processus d'accréditation et on voit de grandes variations dans ce qui a été déterminé, notamment dans les modalités, les exigences, mais aussi les procédures d'un État à un autre, d'une province à l'autre, d'un territoire à l'autre. Donc, il existe plusieurs variations sur les façons de faire, mais aussi sur les outils. Par contre, ce qui est vraiment important pour mon projet, c'est de dire qu'il y a peu d'études qui ont été faites sur l'expérience des proches lors du processus d'accréditation et peu aussi sur les familles d'accueil ici de proximité au Québec. C'est un angle mort de la littérature. On connaît certaines procédures, mais on ne sait pas nécessairement comment elles sont vécues par les proches. Ce qui m'a amené à la question de recherche de savoir quelles sont les expériences de reconnaissance et de déni de reconnaissance qui sont vécues par les familles d'accueil de proximité apparentées dans le processus d'accréditation et d'évaluation des services de la protection de la jeunesse. Ce qui est important de nommer ici, c'est que le processus d'accréditation, c'est pour devenir famille d'accueil, alors que quand on parle de l'évaluation des services, la famille d'accueil est déjà accréditée
et elle est évaluée ensuite par un outil qu'on appelle l'IDC, l'instrument de classification, de détermination de la classification. C'est une évaluation qui va avoir lieu habituellement annuellement. J'ai le cadre théorique de la théorie de la reconnaissance de Honneth et de Renaud, en fait, qui est une théorie où on va regarder le fait que la reconnaissance, elle est relationnelle. C'est pour ça que j'ai mis des liens entre les personnes. Et donc, c'est dans les rapports intersubjectifs, c'est dans les rapports avec les autres qu'on va avoir de la reconnaissance. On va adresser des attentes de reconnaissance aux gens dans les liens qu'on a avec eux. Et donc, en adressant notre attente de reconnaissance, ça se peut que cette attente-là soit satisfaite. Et là, il y aura reconnaissance. Mais ça se peut aussi qu'elle ne soit pas satisfaite. Et donc, à ce moment-là, on va vivre un déni de reconnaissance, là, une situation de mépris. Il y a 3 sphères de reconnaissance selon Honneth qui est proposée par Honneth. L'idée, dans le fond, c'est que pour que l'individu se construise, pour se sentir légitime et reconnu, il a besoin, dans le fond, d'avoir de la reconnaissance dans ces 3 sphères-là. Il y a la sphère affective qui concerne vraiment les relations avec les proches comme la famille, les amis. C'est dans ces relations-là que va se développer la confiance en soi. À l'inverse, quand il y a violence ou de la négligence ou de l'atteinte à l'intégrité de la personne, là, il n'y a plus de reconnaissance. On va aussi avoir la sphère juridique. Ici, on va parler, dans le fond, de la reconnaissance comme étant quelqu'un qui est sujet de droit. Donc, sujet moral autonome, un membre égal dans la communauté des gens. Et ici, il va y avoir de la reconnaissance qui est le respect de soi. Et donc, à l'inverse, si les droits, par exemple, ne sont pas considérés, si on ne les prend pas en compte, il y aura un déni de reconnaissance. Donc, ça peut être de l'exclusion, entre autres, qui va être vécu. Dans la sphère sociale, ici, on est plutôt dans le fait d'avoir une valeur qui nous est accordée par la société, par notre environnement, une valeur par rapport à nos compétences, à nos qualités, aux contributions qu'on peut faire aussi au sein de la société. Donc, c'est là qu'on va développer l'estime de soi. Et à l'inverse, s'il y a un déni de reconnaissance, bien, ça veut dire que là, il va y avoir une dévalorisation, par exemple, ou une dépréciation de nos compétences, de notre rôle, par exemple, et ça va venir fragiliser notre reconnaissance. Donc, ces 3 sphères-là vont être reprises en regardant les expériences des familles d'accueil de proximité. Il y a aussi, dans le fond, de voir que la reconnaissance, elle est institutionnellement encadrée, médiatisée, dans le fond. Donc, je reprends ici des idées d'Emmanuel Renaud, où les individus, dans le fond, dans leur relation avec les institutions, avec les structures sociales, vont se retrouver à avoir une production de reconnaissance ou des dénis encore de reconnaissance. Donc, ça va être les institutions qui vont définir des rôles qui vont être attendus par les individus, puis qui vont tenter d'orienter la reconnaissance, les attentes de reconnaissance. Ça peut être, par exemple, en donnant des promotions, des récompenses, en offrant un statut. Donc, de différentes façons là, que l'institution pourra transmettre la reconnaissance. Puis, à l'inverse, l'institution peut aussi formuler des formes de déni ou de disqualification des individus, qui va affecter à ce moment-là l'identité et la participation sociale de la personne. Puis un dernier concept, en fait, c'est la lutte pour la reconnaissance. Autant pour Honneth et Renaud, la lutte à la reconnaissance vient quand il y a un déni, quand il y a une indignation, une injustice. Et ça permet, dans le fond, être un moteur de transformation sociale puis institutionnelle. Ça va être une tentative de la part des individus, notamment, d'instaurer ou de restaurer les conditions pour lesquelles ils se perçoivent comme des sujets légitimes, c'est-à-dire de se sentir comme sujet qui est égal à l'autre et aussi socialement valorisé. Donc, la théorie de la reconnaissance, c'est quand on parle de la lutte, c'est un espace pour dialoguer, pour discuter de la reconnaissance, entre autres.
La méthodologie de ma recherche, c'est le portrait des participantes. Mon recrutement a été fait à l'aide des associations représentatives de parents d'accueil ici, là, au Québec, des pages Facebook aussi pour parents d'accueil du Québec. Donc, ça a été 2 moyens. Pour faire ma recherche, j'ai aussi fait des entrevues semi-dirigées virtuelles, puis j'ai aussi fait compléter aux participantes. Puis je parle de participantes, là, vous allez voir que c'est majoritairement des femmes. J'ai fait compléter une fiche informative pour corriger aussi certaines informations. Puis la méthode pour l'analyse des verbatims, ça a été l'analyse thématique. Ce qui est important de dire, c'est que j'avais des critères d'inclusion. C'était le fait d'être évidemment famille d'accueil de proximité, mais aussi d'être accrédité depuis plus d'1 an et moins de 3 ans. Pour que l'expérience, en fait, du processus d'accréditation ne soit pas trop loin là, à leur souvenir. Donc, j'ai un échantillon de 16 familles d'accueil de proximité qui sont apparentées. Leur âge variait beaucoup, participantes. Là, en fait, j'ai 15 femmes et j'ai un couple homme-femme, donc un seul homme dans la recherche. Et dans les âges, là, on parle de 29 à 72 ans, quand même un bon écart. Et la moyenne se situe au début de la cinquantaine. La majorité des participantes accueillaient un seul enfant, bien qu'il y en a certaines qui en accueillaient 2. La majorité avait déjà obtenu une décision d'un placement jusqu'à majorité de l'enfant accueilli. Puis, il y en a 6 qui se trouvaient toujours dans des démarches judiciaires sur ces 16 familles-là. Fait à noter, peut-être intéressant d'ajouter que plusieurs avaient d'autres personnes aussi qui, dans leur famille avec qui elles devaient donner des soins là, qu'ils s'occupaient. La majorité étaient des grands-mères ou un grand-père et il y avait aussi d'autres configurations là, du lien. Donc, tante, sœur, belle-mère, vous avez un graphique qui les représente. La durée entre le placement de l'enfant et l'accréditation allait entre 2 mois, puis était devenue famille d'accueil de proximité, ou à 2 ans. Donc, la moyenne varie là, de 8 à 9 mois. Les familles d'accueil participantes provenaient aussi de plusieurs régions administratives du Québec. Une proportion importante venait de la région, toutefois, de Québec. Mes principaux résultats. Donc, le placement, c'est vraiment un bousculement familial important là, quand l'enfant accueilli arrive au domicile, mais en fait, c'est aussi la période entre le moment où, dans le fond, les services de la protection de la jeunesse communiquent avec le proche, avec la famille, avec le membre apparenté, et le moment où l'enfant arrive, il y a très peu de temps, parfois quelques heures seulement. Et donc, c'est un bousculement. On le voit là, par les verbatims, Nathalie qui dit « ça t'arrive comme une tonne de briques sur la tête ». Puis il y a aussi Annie. Annie accueillait un jeune enfant, un enfant de 3 jours, là, du jour au lendemain. Donc, elle disait, moi, j'étais plus go, 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 il faut que j'aille une basinette pour ce soir, trouver des bouteilles. Tu sais, c'est l'adrénaline, elle embarque. Donc, ce bousculement-là fait un choc. Oui, il y a le matériel, là, il y a le côté logistique qui doit être mis en place, mais aussi un choc émotionnel et relationnel. Ça vient toucher toutes les relations au sein de la famille. Souvent les participantes, la plupart des participantes n'ont pas pu gérer, justement, se préparer. Ce sont très peu là, qui avaient un placement planifié. Et quand on parle des enjeux, on voit qu'il y a des changements importants dans le rythme de vie. Ici, on a Nicole qui dit « Je serais supposée avoir les 2 pieds sur le pouf à tricoter des pantoufles », comme l'expression que je dis, mais je recommence à ramasser des jouets à tous les soirs. Ça décrit bien, en fait, le choc qui est vécu et le changement qui leur sont demandés. Les résultats aussi montrent que ce bousculement-là familial, ce choc-là, c'est pas vraiment une décision qui est prise par les participantes. C'est comme un sentiment d'obligation de prendre l'enfant, qu'on ne veut pas que l'enfant se retrouve dans une famille d'accueil régulière, chez des étrangers, ou qui se retrouve loin, par exemple, de la région. Donc,
il y a comme un sentiment d'obligation et c'est pas une décision classique là, qu'on retrouve. Puis c'est aussi par sens de devoir, par sens de responsabilité familiale. Comme je le disais, ça transforme beaucoup les relations. Ici, on le voit davantage. C'est tant les relations avec l'enfant, avec le parent, avec le conjoint, avec même plusieurs autres, avec les amis. Ici, je vous ai mis des verbatims qui reposent plus sur les transformations avec les parents et avec l'enfant qui sont majeurs. Avec les parents, dans le fond, ce qu'on constate beaucoup, c'est que plusieurs ont des conflits. Le lien est relativement effrité. Certaines familles d'accueil de proximité vont chercher à comprendre le parent, vont chercher à ce que le parent s'implique. Ils vont avoir de l'espoir aussi que le parent se prenne en main et change. Puis elles vont à ce moment-là transmettre des attentes aux parents. Donc, de prendre soin de l'enfant, de faire ses visites, des fois, c'est même au domicile de la famille d'accueil de proximité. Et ben, parfois, elles sont déçues parce que ça ne fonctionne pas. Malgré ça, aussi, on voit qu'il y a une volonté de plusieurs de mes participantes là, de défendre la légitimité du parent. Pour eux, pour elles, c'est important que le parent il puisse avoir eu un droit à l'erreur, des fois sans accepter les comportements qui peuvent avoir mené à la compromission, mais quand même qu'il puisse accepter les erreurs que le parent a fait. Donc, on va voir ici là, le changement que je parlais, la transformation avec une des participantes. C'est l'enfer, en fait. Là, présentement, on n'a plus aucune relation. Ça aussi, là, ça arrive là, qu'il y a une coupure des relations. Puis, c'est mon frère avec qui j'étais le plus proche avant. Mais justement, la proximité fait que tu as moins de filtres par rapport à des situations ou des choses. Ce que Martine essaie de dire ici, et là, je tiens à le dire, là, c'est des noms fictifs. Ce que Martine tient à dire ici, c'est que dans le fond, les communications, les téléphones, les échanges textos, il y a plusieurs façons dont les échanges se font et que des fois, c'est pas aussi limité parce que c'est un membre de la famille avec qui tu as un lien. Donc, ça passe pas toujours, par exemple, par les intervenants de la protection de la jeunesse et que des fois, c'est plus difficile. Avec l'enfant, les relations vont aussi changer. Rapidement, les familles d'accueil de proximité, ce qui se passe, ce qu'elles me disent, ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'elles ont dû gérer rapidement des enjeux comportementaux qu'elles n'avaient pas prévus, même aussi des enjeux émotifs chez l'enfant. Il n'y avait pas toujours conscience qu'il y avait ces comportements-là avant que le placement survienne, même si l'enfant venait souvent à leur domicile. Elles ont quand même le sentiment de pouvoir outiller cet enfant-là et de lui apporter quelque chose et que, en fait, l'enfant leur apporte énormément aussi en retour. Donc, il y a un sentiment de reconnaissance qui est là. Néanmoins, le fait que l'enfant arrive à domicile à temps plein, ça va leur demander certains ajustements. Comme je parlais tantôt, là, des fois, c'est des ajustements logistiques, mais c'est aussi des ajustements dans la relation sur comment prendre soin de l'enfant. Puis je pense que ça peut être intéressant de nommer ici là, l'extrait de Louise qui dit, moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est que tu pars grand-parent, tu tombes parent. Ouais, ce que tu as toléré, que tu ne tolères plus. Là, il y a une petite guerre. Donc, il y a comme un changement qui se fait, ou en tout cas une conjugaison d'identité qui se fait pour les participantes qui vont être grands-parents, qui vont être parents et qui vont être comme des parents et qui vont être aussi des familles d'accueil de proximité à travers tout ça. Donc, elles conjuguent certaines identités. Puis ça amène des fois des attentes différentes de la part des gens et des fois aussi contradictoires. Les participantes vont devoir naviguer à travers tout ça, entre le familial, l'institutionnel aussi de leur rôle là, avec le fait qu'elles sont familles d'accueil de proximité. Donc, on va le voir tantôt, on va en parler, mais il y a comme une tension qui est là. Mais ce qui reste constant, c'est la volonté d'être là pour le bien-être de l'enfant. Ça justifie tous les efforts qu'elles vont faire. Ça va permettre aussi de donner un sens aux exigences qu'il y a à travers le placement.
Donc, ici, on voit un exemple de la décision avec le verbatim de Nathalie qui dit, nous, c'était tout en notre honneur. Puis même maintenant, encore plus, parce qu'on le voit, qu'est-ce que ça lui apporte à l'enfant, qu'est-ce que ça lui a fait à l'enfant, qu'est-ce qu'elle nous rapporte aussi, l'enfant. Donc, l'honneur de prendre cette décision-là, mais là, on voit vraiment la réciprocité entre l'enfant et la famille d'accueil. Par rapport au processus d'accréditation, c'est vraiment une expérience que les participants décrivent comme étant du dévoilement de soi, de l'évaluation de soi-même. Et un des propos de Carole le nomme bien, là, c'est mettre sa vie sur papier. Ce qu'elle nomme, c'est qu'elles font face, dans le fond, à plusieurs étapes dans ce processus-là. Ce sont aussi des étapes qu'elle voit comme étant la majorité longues, nombreuses, qui sont vécues aussi comme étant intrusives parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont abordés sur leur vie personnelle, leurs relations conjugales, leurs finances. Donc, c'est vraiment l'impression qui ressort pour elle du processus d'accréditation. Certains le voient vraiment comme une évaluation personnelle, puis on voit Daniel ici qui dit c'était très difficile de se faire évaluer comme personne. Admettons qu'il aurait dit non, là. Admettons-le. Ça aurait été comme, ben voyons donc, on n'est pas des bonnes personnes. Donc, ça vient toucher fondamentalement qui elles sont. Et c'est un processus que certaines ont nommé comme étant très éprouvant là, émotionnellement aussi. Puis, elles sont comme en attente d'une réponse à travers ce processus-là. Et ici, on le voit aussi par Nathalie qui dit, là, il me disait, vous êtes donc bien inquiète. Avez-vous quelque chose à cacher? Non, ça me gosse, ça me gosse. J'ai été rendue toutes les étapes, ça me gosse, je suis tannée, je suis écœurée. Puis, fait à noter aussi par rapport à Nathalie, c'est qu'elle, elle se disait que elle n'avait pas besoin nécessairement financièrement de passer le processus d'accréditation pour avoir la rétribution. Donc, c'était vraiment, elle se conformait à ce processus-là par demande là, au niveau des services de la protection de la jeunesse. Plusieurs participantes ont aussi nommé, dans le fond, un manque d'informations. Ce manque d'informations-là, il était sur plusieurs sujets. Certaines participantes, d'ailleurs, j'en ai deux, là, je crois, là, qui disaient je ne savais même pas qu'il y avait un processus d'accréditation qui allait débuter quand je prendrais l'enfant. Pour d'autres, dans le fond, c'était les coûts qu'il y aurait à débourser, par exemple, pour rendre leur maison conforme. Elle ne savait pas non plus certaines démarches qu'elle devait faire pour les antécédents, là, la vérification des antécédents judiciaires. Donc, elle dénonçait un manque d'informations et souhaitait que les futures familles d'accueil de proximité puissent avoir les informations dès le départ. Il y avait aussi de l'incompréhension sur pourquoi faire ce processus-là, vu qu'on est des membres de la famille, qu'on est proche de l'enfant. Il y avait aussi un sentiment d'incohérence de certaines démarches qui avaient été entreprises, de certaines procédures. Entre autres, on le voit ici dans l'extrait, on questionne un peu la cohérence du processus d'accréditation, là. Il ne regarde pas comment il y a de nourriture dans le frigidaire, mais il regarde comment la fenêtre est large pour sortir. Donc, ça fait partie là, des questionnements que les familles d'accueil de proximité ont énoncés. Certaines règles leur semblent difficiles, sévères, leur semblent incohérentes. Parfois, c'est aussi la décision de l'accréditation. Entre autres, j'en ai deux là, qui ont nommé qu'elles trouvaient paradoxal le fait d'être jugées inadmissibles ou admissibles à l'accréditation, alors que de toute façon, probablement qu'elle allait garder l'enfant par la suite et garder l'enfant peut-être si elle était refusée comme confiée au niveau judiciaire. L'incohérence, en fait, c'est que ça faisait en sorte que ça questionnait les familles d'accueil de proximité, là, certaines, par rapport au fait que la démarche d'accréditation, ben, elle devrait être garante de la sécurité de l'enfant, puis finalement, ben, peut-être pas.
parce qu'il y avait des délais très grands, parce que justement, on ne regardait pas s'il y avait de la nourriture là, dans le frigidaire. Fait que tout ce processus-là, plusieurs familles d'accueil de proximité nommaient qu'il y avait un coût émotionnel qui se répercutait peut-être plus tard après l'accréditation, mais il y avait quand même un coût émotionnel. Donc, ça pouvait engendrer de la fatigue, de la préoccupation, de l'inquiétude, certainement. Par rapport à l'évaluation des services rendus, plusieurs familles d'accueil de proximité ont nommé qu'il y avait un caractère qui était très routinier et mécanique là, par rapport à ce processus-là, qui est fait, entre autres, à l'aide de l'IDC, l'instrument de détermination de la classification. Plusieurs familles d'accueil de proximité ont dit, dans le fond, que les entretiens étaient plus orientés sur le fait de faire un formulaire que de vraiment comprendre ce qui se passait à la maison, là, la dynamique familiale, ce qui faisait en sorte qu'ils voyaient un caractère mécanique. Louise ici le nomme, en fait, elle dit c'est tout le temps pareil. Elle l'a vécu plus qu'une fois. Les mêmes questions dans le même ordre. On dirait qu'ils cochent plus qu'ils écoutent. Donc, elles ont l'impression que l'évaluation des services rendus perd un peu la dimension humaine, ce qui nuit au sentiment des participantes que leur investissement auprès de l'enfant, finalement, est vraiment reconnu. Et à travers ça, vu que c'est des cases à cocher qu'on répète, bien, ça a vraiment un effet aussi qu'elles ont l'impression que c'est un outil technique là, administratif qui est passé. Et aussi souvent l'impression que ça se fait rapidement. Par contre, il y en a beaucoup d'entre elles qui l'apprécient, qui lui accordent une certaine valeur pour mieux situer l'enfant par rapport à son âge où il devrait être rendu dans ses stades de développement ou les besoins de l'enfant en tant que tel. Donc, c'est comme une forme de repère ou d'accompagnement. Puis là, ici encore, Louise nous dit, c'est très bon parce que c'est là qu'on voit où ce que les enfants ont plus de faiblesses. Fait que ici, on voit quand même un côté mécanique, mais en même temps une certaine valeur. Par contre, on a le sentiment d'invisibilité là, qui est aussi nommé, décrié là, par certaines participantes. Comme je vous disais tantôt, il y a comme la dimension humaine qui se perd là, dans... Mais ici, dans le fond, certaines participantes vont dire que leur contribution n'est pas toujours considérée dans l'outil. Bon, oui, l'outil se centre beaucoup sur les besoins de l'enfant, mais c'est comme si on oubliait le travail de la famille d'accueil de proximité à l'arrière. Donc, elle dit, Hélène, comme là, cette nuit, le petit, à 2h30, il était debout. Je me suis levée, je ne sais pas combien de fois. Ça, c'est pas compté. Notre côté humain, notre côté de ce que ça nous demande à nous, ce n'est pas calculé. Ce n'est pas calculable de toute façon. Ce n'est pas reconnu non plus. Donc, ici, il y a vraiment un enjeu là, dans l'évaluation des services rendus. Par le fait même, j'ai regardé, j'ai vu aussi les relations avec les intervenants. Les familles d'accueil de proximité ont nommé là, plusieurs éléments en lien avec les intervenants. Je vous dirais que c'est quand même, il y a une certaine ambivalence. Il y a des relations positives et des relations qui sont difficiles. Quand il y a des relations positives, ça repose beaucoup sur les qualités humaines des intervenantes, leur capacité à soutenir les familles d'accueil de proximité quand il y a des moments difficiles, quand il y a des problèmes de comportement, par exemple, chez l'enfant. Leur disponibilité de venir à la maison, de répondre au téléphone, de retourner leurs messages, et aussi les compétences professionnelles. Donc, on voit dans l'extrait de Myriam qui dit ben, elle était vraiment géniale. C'était jamais des zones grises, c'était noir, c'était blanc. Elle savait où elle s'en allait. Donc, l'assurance aussi là, qui est dégagée, là, la connaissance là, de l'intervenante. Dans les relations difficiles avec les intervenantes, ben, elles sont marquées par un sentiment de ne pas être respectées, là, les familles d'accueil de proximité, puis de ne pas être écoutées. Ce qui est important de dire, c'est qu'une même famille d'accueil de proximité pouvait dire, moi, j'ai vécu des relations positives, mais j'ai aussi vécu des relations difficiles. Parfois même avec la même intervenante, il y a eu un ajustement. Il y a eu une adaptation de la part des deux. Donc, on ne peut pas dire là, que une des familles d'accueil de proximité a juste des relations difficiles et la même chose, là, juste des relations positives pour une autre.
Donc, dans les relations difficiles, le sentiment de ne pas être respecté, de ne pas être écouté, ben, ça passe par le fait de pas d'avoir le retour de ses appels, de ne pas avoir de retour après avoir fait une demande, entre autres aussi de avoir certains commentaires désobligeants de la part des intervenantes aussi. Ici, Victor nous dit, l'intervenante, elle m'a dit que ça ne me regardait pas. Ça, je ne l'ai pas trouvé drôle de dire ça. Donc, évidemment, il y a aussi dans les relations difficiles une partie qui appartient au roulement du personnel, qui est nommé par les intervenantes et par les familles d'accueil de proximité, pardon, et qui est aussi, ce qui est nommé, c'est le changement fréquent des intervenantes, la surcharge aussi de travail. Ce qui nous amène au déni de reconnaissance et aux luttes qui sont entreprises. C'est important de dire là, dans un premier temps que la reconnaissance, dans le fond, quand elle est affectée, elle va être affectée à différents niveaux. Des fois, c'est au niveau affectif, juridique ou bien social. Et ça va venir faire un sentiment d'injustice. Et les familles d'accueil de proximité, ce qu'elles nomment, c'est que ça prend un caractère affirmé. Ça prend une tête dure, une façon de réagir, dans le fond, qu'elles doivent insister parfois pour quand elles adressent des demandes là, au niveau des services de la protection de la jeunesse, pour se faire valoir et être reconnues. Donc, ici, je mets un exemple de Myriam qui dit, ben, oups, pardon, qui dit dans le fond, il a quand même fallu que je m'obstine, il y a des points que ça accrochait, mais j'imagine que quelqu'un qui est plus gêné, là, ça peut être plus difficile. Mais avec mon tempérament, j'ai obtenu ce que je voulais. Donc, c'est ce caractère affirmé-là qu'elles font valoir, qui est nécessaire, là, entre autres, pour faire une lutte à la reconnaissance. Elles vont prendre une multitude de stratégies et de moyens pour se faire reconnaître et elles vont le faire surtout quand que les droits et les intérêts de l'enfant, pour eux, là, qui ne sont pas considérés pour elles. Donc, parmi les moyens, les stratégies, ça va être parfois d'aller chercher davantage de connaissances juridiques, légales, qui vont aller s'informer sur les outils, vont aller chercher des approches, des informations. Donc, ça, c'est une des façons qu'elles prennent. Puis après ça, elles se sentent plus légitimes de faire des demandes ou d'expliquer ce qu'elles veulent. Il va y avoir aussi une autre stratégie qui est la preuve écrite. Donc, elles vont documenter ce qui se passe, par exemple, quand il y a des contacts avec les parents, les réactions de l'enfant. Elles vont faire des dossiers et elles vont documenter, elles vont envoyer des courriels aux intervenantes notamment. Une autre stratégie, c'est aussi de mettre des limites. Donc, à un moment donné, elles vont dire là, non, je ne suis plus en mesure de faire telle action. Donc, c'est de faire des refus, d'être capable de verbaliser adéquatement justement les limites et les refus. Puis, on a aussi évidemment une stratégie, un moyen qui est relatif à la plainte. Quand on pense à la plainte, là, c'est des fois avec les supérieurs, avec la cour, avec d'autres instances comme des ordres professionnels. Ou même vont aller vers leur association représentative aussi pour une défense de droit. Donc, il y a plusieurs stratégies. Ici, dans le fond, vous voyez là, un refus de Daniel. Je l'ai regardé, j'ai dit non. Bien, l'intervenante, elle dit là, vous ne pourrez pas avoir votre accréditation. Là, elle me menaçait quasiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça, le refus peut être pendant la période d'accréditation. On n'est pas encore famille d'accueil de proximité. Et vous vous souvenez ce que je disais, dans le fond, il y a souvent la crainte que l'enfant leur soit retiré. Elles peuvent le vivre là, des fois là, comme une menace. Et une autre famille d'accueil de proximité, Hélène, dit, ben, je veux que l'enfant ait qu'aille voir un psychologue. Je suis pas folle, je me dis, on va continuer. Donc, elle va continuer la lutte, là, elle va continuer ses démarches pour que l'enfant y aille voir un psychologue. Donc, on voit l'intérêt de l'enfant là, pour elle. Ce qui nous amène à voir aussi qu'il y a des tensions des fois entre les sphères, entre la sphère affective et la sphère institutionnelle. Il y a comme, dans le fond, une tension centrale là, dans le véhicule des familles d'accueil de proximité.
C'est le fait d'être un proche, d'être un grand-parent, une tante, par exemple, mais aussi de l'autre côté, d'être une famille d'accueil de proximité. Et elles doivent prendre ce rôle-là. Moi, j'ai regardé vraiment cette période-là où elles prennent le rôle de famille d'accueil. Les extraits ici qui sont là nous montrent exactement comment cette tension-là entre les deux sphères se manifeste. Par exemple, on a Emma ici là, qui souligne qu'elle doit transformer un peu une relation familiale en quelque chose qui est beaucoup plus formel, qui est comme une institution finalement, qui dit qu'il faut toujours barricader, que tout soit barré, puis que je paye plus cher mes assurances parce que je suis rendue une institution. Ensuite, on a aussi Jeanne de son côté là, qui va exprimer comme une difficulté identitaire. Euh, Elle occupe le rôle de famille d'accueil, mais dans le fond, elle se définit pas tant par ce rôle-là. Elle, ce qu'elle se définit, c'est le fait d'être membre de la famille, d'être une grand-mère. Elle dit oui, c'est sûr, oui, je suis famille d'accueil, mais moi, je me considère pas comme une famille d'accueil vu que c'est parce que c'est ma petite fille. Et on a aussi Hélène qui dit c'est difficile comme famille d'accueil de proximité parce qu'à Noël, je peux pas voir mon gars. Si l'enfant est là, je peux pas le voir. Fait que je trouve que ça brise des familles. Et là, ici, on voit justement que pour la perspective d'Hélène, le cadre institutionnel va venir comme limiter ou un peu redéfinir les liens familiaux, là, la transformation des relations que je parlais tantôt. Donc, on voit que le rôle de famille d'accueil de proximité se définit comme une expérience qui est marquée par la tension entre l'affectif et l'institutionnel. Ce qui m'amène à la discussion avec vous, où on voit justement la coexistence là, entre la logique familiale et institutionnelle qui crée des enjeux importants pour la reconnaissance, notamment sur le plan juridique. Les familles sont reconnues dans leur rôle de famille d'accueil de proximité, mais souvent de manière partielle, parce que dans le fond, l'engagement qu'elles ont avec l'enfant, le lien qu'elles ont avec l'enfant, qui est pour elles leur principale source d'être légitime de faire, dans le fond, la famille d'accueil de proximité, mais il est peu reconnu, dans le fond, dans le cadre de l'institution, dans le cadre institutionnel. Comme Louise le dit ici, là, Louise, elle illustre bien cette tension-là. Ils ont dit, il faut que tu arrêtes de les gâter comme la grand-mère qui les a ramassés à la cuillère, mais il faut que tu sois plus famille d'accueil que grands-parents. Donc, on tasse un peu le lien, il faut que tu sois plus famille d'accueil. Je me suis gâtée une dernière fois en mettant un verbatim dans la discussion pour démontrer justement la coexistence des deux logiques et les enjeux que ça peut amener au niveau de la reconnaissance. C'est difficile pour elles aussi, les familles d'accueil de proximité, de dire je vais me retirer vraiment de la sphère affective là, du fait d'être, par exemple, grand-parent à cause justement de l'attachement envers l'enfant. Mais cet attachement-là qu'elles ont à l'enfant, il va venir à être encadré par l'institution hein, qui va déterminer un peu comment on reconnaît cet attachement-là. Donc ça peut venir fragiliser leur sentiment d'être reconnu. Au plan juridique également, elles ne sont pas toujours reconnues comme des véritables partenaires là, dans le cadre des décisions. On ne reconnaît pas toujours non plus leurs particularités, leurs besoins de suivi, leurs besoins de soutien. Leur réalité n'est pas toujours considérée et leur expertise de l'enfant pour elle aussi est peu prise en compte. Donc, il y a un sentiment quand même important chez les familles d'accueil de proximité d'un déni de reconnaissance dans la sphère juridique. Alors que dans la sphère sociale, elles ont l'impression là, que leur engagement est tout à fait, il peut être tout à fait valorisé. Dans l'ensemble, le manque de reconnaissance peut avoir des effets, c'est important de le nommer, sur la collaboration avec les intervenantes, avec l'institution de la protection de la jeunesse également. Puis, dans le fond, c'est à voir aussi comment on peut travailler pour accorder une plus grande ou une pleine reconnaissance au rôle qu'elles occupent aussi au sein du système de la protection de la jeunesse.
Donc, pour conclure, ce sera justement dans les recommandations d'aller regarder comment on peut mieux les suivre, d'avoir un suivi peut-être plus structuré, régulier. C'est aussi de mieux faire connaître les besoins des enfants qui sont suivis en protection de la jeunesse aux familles d'accueil de proximité. Comme je le nommais tantôt, ce sont des placements qui sont en urgence, peu de préparation. Elles ont des surprises sur les comportements des jeunes qu'elles accueillent, même si elles les connaissaient déjà. Et donc, c'est intéressant là, d'aller les sensibiliser davantage là, quand on les approche, quand on fait la recherche là, des proches autour des membres de la famille qui pourraient peut-être prendre en charge l'enfant, d'aller regarder, à les informer davantage sur les besoins des enfants qui sont suivis en protection de la jeunesse, qui sont en besoin de protection. Euh, Aussi, pour les pratiques, c'est d'être sensible aux particularités de ce type de placement-là. Comme je le nommais tantôt, c'est un type de placement qui est une forme de placement qui est vraiment différente des familles d'accueil régulières. Et dans l'intervention, il faut aussi s'adapter, être sensible à ce qui se passe là, à la réalité de cette forme de placement-là. Chose importante à considérer que les familles d'accueil voulaient vraiment que j'adresse le message, entre autres au niveau de la pratique, c'est vraiment de s'assurer de transmettre toutes les informations qui sont nécessaires à leur rôle. Et ça, dès le départ, pour pas qu'ils aient de surprises là, en cours de route dans le processus d'accréditation. Donc, qu'elles puissent savoir en fait qu'est-ce qui va venir, c'est quoi les étapes, les coûts, les demandes, les attentes qu'on a envers elles. Donc, qu'elles puissent avoir toutes ces informations-là nécessaires à leur rôle. J'ai dégagé aussi certaines pistes pour des recherches futures, dont le fait d'explorer les expériences des proches non apparentés. Il y a très peu de recherches ou d'études qui ont été faites sur les proches non apparentés. Puis là, quand je parle de proches non apparentés, c'est par exemple des voisins, des amis, des enseignants, des coachs qui, en vertu d'un lien significatif avec l'enfant, va le prendre comme famille d'accueil de proximité. Ma recherche s'est intéressée aux familles apparentées, aux membres de la famille, aux personnes apparentées. Mais très peu de recherches ont porté sur ces proches-là qui ne sont pas apparentés. Et ils sont une minorité quand même quand on regarde les familles d'accueil de proximité. Ça pourrait être intéressant, vu que c'est un faible pourcentage, d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour ces proches-là. Deuxième piste pour la recherche, c'est aussi de dire on pourrait entreprendre des études sur les placements non formels. Dans le monde, il y a eu 2 études plus sérieuses là, qui se sont concentrées sur les placements informels, mais on les sous-estime, semble-t-il, qu'il y en a beaucoup de placements informels et on a peu d'études sur le sujet. Donc, ça pourrait être intéressant d'entreprendre des études sur les placements non formels. Je vous remercie énormément pour votre attention.